Ça dans le PEC. Donc, ça serait peut-être intéressant que nos collègues... Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, coup de théâtre, la députée de Sanguinet revient à ses vieilles habitudes et veut réactiver le PEC pour ceux et celles qui étaient présents sur le territoire du Québec au moment de la fermeture du programme. C'est donc un désaveu complet de son ministre de l'Immigration qui pourtant l'appuie dans sa course à la chefferie de la CAQ. Mais c'est aussi un désaveu complet du premier ministre qui vient tout juste de dire en mêlée de presse qu'on ne pouvait absolument pas permettre à 350 000 travailleurs temporaires d'obtenir la résidence permanente, commentaire qui visait à ce moment-là le député de Lévis qui se promettait d'aller là. Donc, on a vraiment hâte d'entendre son opinion sur la députée de Sanguinet qui vient d'épouser à la lettre les programmes du Parti libéral et de Québec solidaire. Le ministre de l'Immigration lui-même nous disait la semaine dernière que si on ouvrait le PEC à tout le monde, ce serait entre 250 000 et 300 000 personnes. Je rappelle que le premier ministre lui dit 350 000 aujourd'hui. On voit déjà, Madame la Présidente, le genre de leadership auquel on peut s'attendre de la part de la députée de Sanguinet, à l'image de la CAQ depuis 7 ans, c'est-à-dire une formation qui dit une chose pour faire exactement son contraire à peine quelques jours plus tard, et c'est exactement pour ça que les Québécois ont perdu confiance envers ce gouvernement. Comment le ministre de l'Immigration explique-t-il que la candidate à la chefferie qui l'appuie vient de défaire tout ce qu'il a mis en place au cours des derniers mois? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame la Présidente, d'abord, il faut démontrer une sensibilité pour les personnes. Peu importe qu'ils soient dans l'ancien programme ou dans le nouveau programme, ce sont des personnes qui sont sur le territoire québécois, qui occupent un emploi, qui rendent des services, et j'espère qu'ils ont appris le français ou qu'ils sont en train de l'apprendre. Donc ça, cette question-là, elle est réglée. Ensuite, est-ce que ces personnes-là vont passer par l'ancien programme ou plutôt vont passer par le nouveau programme pour s'établir au Québec de manière durable? C'est la question que les gens se posent. Ce que je précise, c'est que le nouveau programme est supérieur à l'ancien à bien des égards. Avec un nouveau programme, on est capable de régionaliser de manière beaucoup plus efficace. On est capable de donner des points, je le répète, en favorisant l'immigration qui est plus jeune, bien qu'on puisse être sélectionné à 35, à 45, à 55 ans. Il faut faire attention pour ne pas faire peur aux gens. Puis on donne plus de points pour les gens qui sont un plus jeune âge. On donne plus de points pour des gens qui ont un niveau de français plus élevé. À partir du niveau 7, on est éligible. Mais si on atteint le niveau 8, le niveau 9, le niveau 10, on a davantage de points. Il me semble que c'est une bonne idée. Et on donne plus de points pour les gens qui sont en région. Et dans le secteur manufacturier notamment, il me semble que c'est une bonne façon de déployer... Complémentaire. La Présidente, combien de fois avons-nous entendu la CAQ ici nous expliquer et nous confirmer avec des chiffres que cette augmentation importante des seuils d'immigration temporaire avait eu un impact déterminant sur la crise du logement, l'accès aux services, le recul du français? Pas plus tard qu'il y a 30 minutes, le premier ministre le rappelait en mêlée de presse. Qui faut-il croire à la CAQ? La réponse du ministre. Il y a peut-être un point sur lequel on est d'accord, c'est sur le fait que Ottawa a un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici sur des programmes québécois, c'est vrai, d'autres qui sont arrivés via le programme PMI pour lequel on n'a rien eu à dire. Et ça, on a un danger, ce sont des gens qui sont arrivés, qui sont sur le territoire québécois, notamment aussi à cause de la perte de contrôle du gouvernement fédéral sur ses frontières. Maintenant, les gens qui sont en région, qui travaillent dans une entreprise, ont souvent des permis de travail qui arrivent à échéance. Est-ce que mon collègue est d'accord avec moi pour qu'on dise à Ottawa qu'il doit jouer son rôle et renouveler les permis de travail de ses travailleurs? Deuxième complémentaire. Encore une fois, le ministre de l'Immigration contredit la députée de Sanguinet. Il dit à juste titre, Ottawa a fait perdre à ce gouvernement le contrôle des temporaires en partie, en grande partie. Mais ce que propose la députée de Sanguinet, c'est que tous ces temporaires d'origine fédérale, du programme fédéral, sont appelés à devenir des permanents via le PEC. C'est l'inverse de ce qu'il nous dit depuis des semaines, et c'est typiquement la CAQ. Dire une chose, faire exactement son contraire, et la confiance n'est pas là. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que ce qu'il faut faire, c'est analyser au cas par cas chacun de ces dossiers-là. Ces personnes, parfois, veulent retourner chez elles, sont ici de manière temporaire, sont venues pour étudier dans le but de retourner dans leur pays, sont venues pour travailler, souvent dans le but d'envoyer de l'argent dans leur pays, dans une famille qui éprouve des difficultés financières, et d'autres veulent s'installer durablement. Une fois qu'ils sont sur le territoire québécois, ont-ils un emploi? Sont-elles capables, ces personnes-là, de garder l'emploi
dans le temps? Sont-elles capables d'acquérir un niveau de français intermédiaire et avancé, et même encore plus? Si oui, eh bien, il faut qu'Ottawa renouvelle les permis de travail de ces personnes-là, qu'on leur trouve un chemin vers la résidence permanente avec le meilleur programme possible. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. C'est encore la levée de boucliers des élus dans la région de la Mauricie face au projet de Test Canada. Après des référendums qui l'ont unanimement rejeté, voici une lettre qui a été déposée hier au conseil municipal du village de Grande-Pile, et je me permets de lire un paragraphe au complet vu la gravité des faits allégués. Je cite. « Après avoir pris connaissance de la revue des activités participatives de Test Mauricie à la suite du dépôt de l'étude d'impact en environnement, nous sommes en mesure d'affirmer que la phrase « ouvrez les guillemets » « La municipalité reviendra avec sa position tandis que la mairesse a exprimé son intérêt pour davantage d'éoliennes, fermez les guillemets, du document en question fait état d'une affirmation mensongère. Et nous soutenons formellement que la mairesse n'a jamais exprimé son intérêt pour davantage d'éoliennes. Également, les membres du conseil municipal de Grande-Pile présents à cette rencontre ne se sont jamais prononcés en ce sens. Affirmation mensongère, est-ce que le ministre continue à appuyer sans réserve ce projet? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, on connaît le projet TESS. C'est un projet qui est entièrement privé. Il y a eu des demandes d'énergie, de blocs d'énergie. Ça a été analysé par le ministère de l'Économie, Innovation et Énergie, conformément aux critères applicables, en tenant compte des retombées, en tenant compte des indicateurs pour que ce soit bénéfique. On le sait à quel point on a besoin d'une diversité de sources d'énergie pour répondre à nos besoins et atteindre nos objectifs de décarbonation. Il y a des emplois, l'acceptabilité sociale, je reviens sur ce que je disais au début, c'est un projet privé. La compagnie a un défi d'accroître l'acceptabilité sociale et à ce stade-ci, c'est le dossier, c'est l'état de situation qu'on peut partager avec le collègue. Première complémentaire. Alors, appui inconditionnel. L'avant-dernière fois que j'ai posé la question ici, la députée de Sanguinet a dit que c'est un excellent projet qui a fait l'objet de différentes discussions avec les élus locaux. Réponse des élus locaux, je cite, « Ces discussions n'ont jamais eu lieu. » Référendum à Sainte-Tech, Saint-Tite, Saint-Luc-de-Varenne, Saint-Maurice, de 69 à 92 d'opposition. Le ministre délégué à l'économie a dit « Ah, nous, on ne snobera pas les gens d'affaires, on va continuer à être à leur côté. » C'est quoi l'acceptabilité sociale pour le ministre de l'Énergie? La réponse du ministre. Bien, encore une fois, Madame la Présidente, l'acceptabilité sociale, ça relève de la compétence d'une compagnie privée. Il y a eu effectivement des rencontres. Moi, j'ai eu des échanges. L'acceptabilité sociale, ça peut évoluer. Je sais qu'il y a eu des consultations de nature référendaire dans certaines municipalités. Il y a un besoin de pédagogie additionnelle. Et ce devoir-là, il relève essentiellement de la compagnie TESS. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Ce projet, c'est le modèle. Il a été cité en modèle par ce gouvernement, par Pierre Fitzgibbon et par la députée de Sanguinet, qui a dit que c'est un excellent projet. La compagnie met des informations mensongères dans ses documents officiels pour faire approuver le projet. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel sous-sol d'acceptabilité sociale ce gouvernement va descendre? Nous, en tout cas, on écoute les gens de la région qui disent non à ce projet, il n'est pas acceptable. Quand est-ce que le ministre de l'Énergie va entendre raison? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Énergie entend raison. Il y aura d'ailleurs un BAP qui va s'amorcer incessamment. Il y a un respect total des processus réglementaires et ce projet-là va aller de l'avant en respectant les critères, en respectant les impacts environnementaux et aussi l'acceptabilité sociale. C'est un dossier qui est évolutif. Il n'y a pas d'appui inconditionnel, Madame la Présidente.